Ouh, il sent la poudre celui-là. Medvedev et Etienne se retrouvent ce dimanche à l'Open d'Australie, un an exactement après leur banger de la saison 2025, la folie domestiquée de Bublik, Ivanovic dans ses œuvres et la chute de Rublev. C'est le programme illuminé de ton nouveau digest de l'Open d'Australie 2026. Je te laisse claquer ton plus beau pouce pour propulser cette vidéo dans l'algorithme, t'abonner également pour ne rien manquer de mes quotidiennes, et on attaque juste après ça. Allez, on attaque à ce côté réseau avec l'image folle de la journée. C'est Putintseva qui nous a fait une célébration. Elle a pété un câble. Bon, elle a pris un pressing pendant quasiment tout le match par les fans turcs très vocaux de Sönmez. Et elle est partie sur une célébration d'1 minute, une réaction. Après, moi, j'ai envie de dire, si t'as remporté le match, t'as le droit de répondre, quoi. C'est ce qui s'était passé entre Fritz et Rinderknecht, par exemple, à Roland-Garros. Et regardez-moi cette danse. Alors là, elle arrive vers sa chaise et puis elle va complètement craquer. Image génial. Une image moins géniale, c'est celle du tennis français, Corentin Moutet qui s'est logiquement incliné en 3-7 face à Carlos Alcaraz, et la statistique, elle fait froid dans le dos. C'est Jeu 7 et Mat qui nous le rappelle. Pour la 5e fois depuis que l'Open d'Australie se dispute dans son format actuel, aucun Français ne s'est qualifié en 8e de finale, simple messieurs et simple dames confondus. On rappelle, Corentin Moutet était le seul joueur français qualifié déjà pour le 3e tour. Une stat qui nous confirme que le tennis français est totalement insignifiant sur les derniers tours des grands tournois. Alors on pourra toujours se cacher derrière la densité de ce tennis français. La réalité, c'est qu'on est totalement inexistant au très très haut niveau. Il y en a un qui est existant au très haut niveau, c'est Carlos Alcaraz qui a confirmé l'importance prise par son frère Alvaro, pas simplement pour lui couper les tifs comme avant l'US Open. Il le confirme dans cette déclaration: mon frère est une personne très importante dans ma vie personnelle et professionnelle. Il va maintenant jouer un rôle plus important aux côtés de Samuel Lopez suite au départ de Juan Carlos Ferrero, en tout cas pas renouvelé à l'issue de la saison 2025. Il connaît notre mode de fonctionnement, dit-il, et celui du circuit, et il s'y connaît très bien en tennis. Ses avis et ses points de vue sont parfois très utiles à Samuel Lopez et à moi. Je suis ravi de le voir dans les tribunes et encore plus sur le terrain. Sa contribution est précieuse. Alors c'est une évolution qui est très intéressante. Je vous pose la question d'ailleurs dans les commentaires, est-ce que vous pensez que Carlos Alcaraz va nous faire une grande saison 2026 malgré ce petit chamboulement dans son staff? On regarde d'ailleurs la stat qui est tombée, qui est complètement dingue. Sur les 100 premiers matchs de Carlos Alcaraz en Grand Chelem, il en a remporté 87. Et si on compare avec les légendes du jeu, des joueurs qui ont remporté plus de 6 grands chelems, seulement Björn Borg le dépasse avec 88 victoires, mais il est devant des joueurs comme McEnroe, comme Rafa Nadal, qui est considéré comme l'un des joueurs les plus précoces de l'histoire du tennis, et parmi les joueurs encore actifs, il est leader de cette catégorie devant Yannick Sinner et même Novak Djokovic. Et avant de basculer sur l'analyse des rencontres de la journée, un petit point météo. Demain, il va faire une grosse chaleur à Melbourne, ça pourrait avoir une influence sur les rencontres. On le voit aux alentours de 17-18 heures, on sera à 36 degrés, le reste du temps on sera sur des températures très acceptables, sauf mardi prochain aussi où il fera 38. Allez, on avance sur le grand récap de la nuit et on commence avec le Rublev-Cerundolo. Rublev qui s'est fait exposer sur ses carences, ses faiblesses au niveau défensif. On a vu Cerundolo essayer de tourner autour de son coup droit qui est l'un des plus vifs du circuit, et en termes de défense, en termes de placement, de positionnement, Rublev c'est pas assez bon. Le Russe qui va terminer la rencontre avec 26 coups gagnants, 41 fautes directes. Il a un petit espace ici quand même, on le voit, avec une balle de break. Il va partir vers l'arrière, on sent que c'est un grand moment de tension pour lui et il peut avoir tendance, dans ces conditions-là, à forcer et à oublier un petit peu son footwork. Mais le delta entre les deux joueurs ce matin, ça a été au niveau de la deuxième balle. Cerundolo qui a 62% de réussite derrière sa deuxième, avec un Rublev qui fait pas assez mal derrière la deuxième. Ici par exemple, il se décroche à 2 mètres de la ligne alors qu'on est dans le tie-break de la deuxième manche, qu'il faut prendre des risques, qu'il faut être entreprenant. C'est un retour qui va s'asseoir juste ici derrière le carré et qui va être dégommé par Cerundolo. Autre séquence ici avec un service extérieur de la part de Cerundolo, Andrei Rublev qui va tenter de le bloquer, et le grand problème, la tragédie d'Andrei Rublev, c'est qu'il joue depuis le début de sa carrière avec des moufles. Rublev est le 42e meilleur relanceur sur les stats avancées, Cerundolo lui est le 4e, et on a vu la différence ici par exemple sur cette balle de break convertie par l'Argentin. Il va réussir un magnifique retour avec beaucoup de punch, beaucoup de volonté et d'impact, et s'offrir un +1 dans un fauteuil. Milestone très important pour Ivanovic la nuit dernière, qui a battu sa première top 10 en carrière. Ça a été dur, ça a été difficile de conclure
conclure, on l'a vu dans la deuxième manche, elle sert 2 fois pour le gain de cette rencontre. Avant ça, on a une Paolini malheureusement sur le premier set qui était touchée physiquement, mais on a surtout vu les changements de rythme, les changements de direction d'Ivajovic, la longueur. La jeune américaine qui est une grande fan de Novak Djokovic et de Monica Seles, pas mal comme exemple je pense, a réussi à conserver son calme dans le tie-break de la deuxième manche et à exposer ses fondamentaux. Je pense que cette joueuse d'ici un an et demi, ça devrait pouvoir toquer à la porte du top 10. J'en connais un autre qui pourrait toquer très vite à la porte du top 10, c'est Lerner Tien. Oh, l'essorage. La qualité de stabilisation, la qualité technique, l'empire aussi qu'il a sur lui-même à son âge, c'est terrifiant le calme qu'il arrive à conserver. Ici, il va t'envoyer une petite accélération avec du volume, il est capable aussi de trancher les balles dans la diagonale revers, mais pas que, même sur des rallyes de 16, 17, 18 coups, il va conserver un QI tennis qui est prodigieux ici. Toute la palette technique de Lerner Tien qui va s'exprimer, le petit slice au milieu du court fuyant qui va sortir sur la gauche et empêcher Borges évidemment de la remettre. Et ça c'est une palette qui pourrait vous rappeler son prochain adversaire Daniil Medvedev. On ne voit même plus Lerner Tien à l'écran parce qu'il est en train de relancer quasiment dans les bâches et trouver un angle succulent entre la chaise de l'arbitre et le poteau pour aller clouer Borges et remporter ce match de façon très autoritaire en 3-7. Daniil justement qui a réussi à se sortir d'un thriller face à Fabian Marotzan, il était mené 2-7, un break avant de retourner la situation. On a eu d'ailleurs 18 breaks au total pour les deux joueurs, 40 balles de break sur l'ensemble de la partie, et Daniil qui a imposé le ton tout de suite avec son revers dans les bâches, un classique du côté de Daniil, et qui a breaké le premier. Marotzan qui va être excellent sur le début de la partie pour correctement interpréter la profondeur laissée par Daniil Medvedev, avec quelques amortis très bien touchés. On sait que c'est un joueur qui aime bien spammer les amortis, et aussi quelques petites montées à contre-temps, deliciosa. Le potentiel à accident, il était énorme sur ce match, surtout que Daniil nous fait 33 fautes directes sur le premier et sur le deuxième set, et surtout, très étonnant, c'est du côté de son aile préférée, du côté du revers, qu'il a beaucoup raté. Et à cet instant, on voit bien que Daniil est en train de bouillir, beaucoup de manifestations de frustration envers son box. La situation qui va carrément se dégrader dans le cœur de la deuxième manche avec une pluie de fautes, des doubles fautes, et ici le revers qui flanche encore. Et là, c'est carrément l'alerte rouge. 2-7, un break, on a de son côté Marotzan qui fout droit la balle, et surtout Daniil qui n'arrive pas à jouer le match qu'il aimerait jouer, à engluer Marotzan dans ses rallyes, à le faire forcer. Mais là où Medvedev, contrairement à l'année dernière, a été impressionnant, c'est qu'il a réussi à conserver son calme sur la deuxième partie de la rencontre, et aussi je pense une croyance que, ok, Marotzan là il était en chaleur, mais c'est un joueur qui peut toujours à un moment donné choquer, qui peut toujours donner, et on a eu un débreak très judicieux juste après ce premier break. J'ai beaucoup aimé cette accélération en coup droit dans le replacement. Et nous arrivons sur la palette la plus importante du match. Nous sommes désormais dans la zone des champions. Daniil Medvedev est un champion, Marotzan n'est pas un champion et ne le sera jamais. 2 grosses fautes directes pour entamer ce jeu, et on voit bien que la fébrilité est en train de gangréner le jeu du Hongrois, alors que Medvedev est d'une stabilité impressionnante. Daniil qui ne va plus faire que 8 fautes directes sur les 2 derniers sets, et malgré un break, des break dans la 5e manche, qui va conserver sa ligne de conduite et qui va terminer beaucoup plus fort, je trouve, physiquement et mentalement cette partie. Ce match, très clairement, il l'aurait perdu l'année dernière, je pense, et on va retenir cette image, un Daniil Medvedev serein, apaisé et prêt à affronter Lerner Tien ce dimanche. On a perdu Ubi, mais on a toujours Bublik qui s'est imposé dans la difficulté. Sur les 2 premières manches, c'était compliqué face à Etcheverry, mais l'arme massue de notre Kazakh favori, c'est cette deuxième balle à 208 km/h, petit ace dans le tie-break de la première manche en toute détente. Bublik qui depuis 10 mois maintenant, et son changement de raquette, son changement de mentalité aussi, il l'a dit avant, j'étais pizza coca, je faisais n'importe quoi, j'étais pas concentré sur mon activité là, puis maintenant je suis beaucoup plus dans mon truc, je profite de ma famille, je vais me coucher tôt. On a l'impression qu'on parle plus vraiment du même Bublik, et surtout je trouve qu'il a réussi à trouver enfin dans sa carrière un équilibre entre la concentration, le focus et l'amusement permanent. On sent que c'est un joueur qui a besoin de se divertir sur le court, qui interagit beaucoup avec son box d'ailleurs, petit service volé sur cette balle de 7, et c'est surtout un joueur qui a besoin d'être aux commandes de l'énergie de la rencontre, qui a besoin de rendre la rencontre un petit peu folle, de la contrôler, et si tu rends le match chiant de ton côté, c'est à ce moment-là, je pense, que tu arrives à l'annuler. Un joueur qui est capable de complètement disparaître sur la moitié d'un set, et puis soudainement, dans un moment important, il va prendre sa chance, il va réussir à interpréter la micro-faille, faire un gros retour de service ici, et un deuxième coup droit
pour empocher ce point. Et même si Etcheverry malheureusement sera diminué dans la troisième manche, je trouve que Bublik, c'est un gars qui est ludique, qui est sympa à regarder jouer. C'est encore un gars qui a dans sa définition le terme jeu. C'est quelqu'un qui joue au tennis, et malgré le fait qu'il soit davantage concentré et investi dans son métier aujourd'hui, je trouve qu'il a conservé cette légèreté et cette fraîcheur. Allez, c'est l'heure de la fin des troisièmes tours à l'Open d'Australie la nuit prochaine. C'est aussi l'heure du coin prono en partenariat avec les Winami de Winamax. Vous avez un lien dans la descro jusqu'à 100 € remboursés en cash sur votre premier pari. Vous avez toujours le code actif SV10 et aussi pour 1 € simplement sur votre compte Winamax en streaming. Vous pouvez regarder tous les matchs de cette Open d'Australie. On commence avec le Karen Khachanov qui devrait épuiser Darderi, on l'a dit, dans une espèce de fournaise là demain. Attention, je vois une victoire en 4 manches. Lorenzo Musetti aussi en 4-7 à mon avis. Alors le Sinner Spizzirri, on peut même pas parier sur la victoire de Yannick Sinner. Attention quand même à la réaction de l'Italien si Spizzirri, c'est un grand sien, arrive à faire durer la rencontre, ce que je ne crois pas. Je vois Ben Shelton s'imposer en 4 manches également contre Valentin Vachereau. Je vois Ethan Quinn prendre un set, voire même peut-être 2 à Jakub Mensik. Et au-delà de Novak Djokovic qui a été brillantissime sur ses 2 premiers matchs, un autre match avec 2 joueurs qui ont livré 2 prestations de dingue, c'est Casper Ruud contre Marin Cilic. Je vois bien aussi Marin Cilic prendre son petit set dans cette affaire. On se retrouve demain pour en parler. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et mangez des pâtes.